La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Face aux changements technologiques rapides et à l'épuisement des ressources, l'architecte doit aujourd'hui plus que jamais intégrer dans son activité des solutions porteuses de valeur sur le long terme. Calix, jeune architecte passionné, nous explique comment cette nouvelle donne sociétale et environnementale influence son travail. Nous l'avons rencontré dans son bureau d'architecte niché au sein d'une coopérative lausannoise, un projet d'envergure pour lequel il s'est investi avec conviction et dont il nous ouvre les portes. Là, on est dans un appartement qui est en location, donc tous les choix de matérialité et autres que vous voyez, c'est les choix qui ont été faits par les coopérateurs avant que le projet commence à se construire. Je m'appelle Calix, je suis architecte. Je travaille dans un bureau lausannois. Alors la particularité du bureau où je travaille, il a toujours été axé depuis sa création en 2000 ou 2001 sur des problématiques de durabilité, sur des problématiques d'urbanisme aussi, au-delà de l'architecture, avec un fort lien avec l'habitant. La formation dessinateur comme première formation pour entrer dans le métier de l'architecture, c'est une des deux portes possibles. C'est la porte technique par rapport à la porte, je dirais, plus académique ou ce que disent certains artistiques. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'architecture en faisant une HES, donc une haute école spécialisée. Et le fait d'être dessinateur on apprend en fait à faire certaines choses que ne fera pas forcément l'architecte. Quand on fait un quartier durable en guillemets, on regarde quel type de population on va avoir. Et puis quand on répartit les mètres carrés dans un logement, il y aura une partie des activités, une partie des logements par exemple. Et ce mélange est aussi important parce que les gens qui vivent, ils travaillent. Donc s'ils peuvent travailler sur place, c'est encore mieux. On voit Lia qui dit qu'elle vient travailler en chaussons, c'est assez pratique. Être architecte, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un métier qui a besoin d'énormément de connaissances des autres, déjà des gens qui vont vivre dans les bâtiments qu'on va dessiner, et puis du métier des autres. On passe 90% de notre temps dans un bâtiment pour y dormir ou pour y travailler, et que ce type de bâtiments-là sont souvent conçus par des architectes. Et donc concrètement, ce qu'on va nous faire, c'est essayer de faire le plus fonctionnel, le plus beau et le plus agréable, et surtout le plus utile, un bâtiment qui va se révéler être un outil. L'outil pour travailler, l'outil pour dormir, l'outil pour manger, l'outil pour vivre en fait. Notre métier, ça va être de savoir le dessiner, de savoir le concevoir, c'est-à-dire en 3 dimensions. Il n'y a pas seulement le plan, mais il y a aussi son volume. Et puis, de faire comprendre cette fonctionnalité-là à tout un tas de métiers qui sont spécialisés dans autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à quelqu'un qui sait parfaitement, installer les fers à béton dans un coffrage, poser une étanchéité pour être sûr que l'eau ne rentrera pas dans le bâtiment, relier des câbles électriques pour que tout fonctionne, ou des tubes d'eau pour que l'eau soit évacuée correctement du bâtiment. Eux, ils ont leur spécialité, et nous, notre rôle, et ça va être de relier ces gens-là. Et puis, tout ça, ça veut dire évidemment qu'on passe une petite partie de notre temps à dessiner. Ce que les gens imaginent, c'est que c'est une grande partie de notre travail. Je dois avouer que c'est la partie presque la plus intéressante de concevoir ça, d'imaginer à quel point ce sera beau, chouette, et que les gens nous diront « Waouh, c'était vraiment le meilleur architecte du monde ». Mais il faut savoir que pour ça, il y a aussi des heures et des heures derrière un ordinateur, pas seulement pour dessiner, mais aussi pour calculer, pour faire des plans financiers, voir que ça marche, que ça coûte pas trop cher, qu'on pourra effectivement le faire, de téléphone, de planning, de coûts, etc. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrivera à faire un projet. Voilà. La mission aujourd'hui, à mon avis, de l'architecte, c'est qu'on arrête l'impact qu'on a déjà, c'est-à-dire rénover, assainir et rendre adaptable. Aujourd'hui, l'architecture, elle a une mission dans la durabilité, c'est de rendre notre parc immobilier, nos villes, nos territoires, résilients, 2, adaptables. Ils doivent pouvoir s'adapter par leurs habitants, c'est-à-dire qu'ils doivent être, entre guillemets, low-tech au lieu de technologique, c'est-à-dire que les gens puissent eux-mêmes les réparer. Ils doivent être low-tech parce que c'est des connaissances qu'on aura sur place. Low-tech, ça ne veut pas dire seulement basse technologie, ça veut dire aussi en lien avec le lieu, et le lieu, c'est là où on habite, physiquement, mais c'est aussi ce qui nous entoure, c'est-à-dire les connaissances qu'on a, les ouvriers qu'on a, les artisans qu'on a autour de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette architecture-là ? C'est-à-dire qu'on n'importe pas des 3 quarts du monde des technologies, des techniques, mais on fait avec les gens qui sont là à côté et qui sauront le réparer.
Et donc c'est quelque chose qui économiquement est très porteur, puisque on va tout relocaliser, pouvoir relocaliser. Ça, c'est aussi une responsabilité sociale de l'architecte. C'est-à-dire, est-ce que je construis avec du béton qui est fait avec les ponts et donc local, mais il n'y en a pas assez pour faire tout ce que je fais, ou est-ce que je fais avec le bois qui est là, est-ce que je fais avec la pierre qui est là, est-ce que je fais avec la paille qui est là, ou est-ce que j'importe des choses des quatre coins du monde. Donc voilà, recentraliser, décarboner, etc. Donc c'est au niveau de la durabilité, c'est ça. Et puis après, il y a nos villes. La ville, c'est l'urbanisme. Et donc savoir comment on veut les construire, c'est aussi un grand rôle qu'on doit faire avec les géographes, les urbanistes et les architectes. Ça pollue peut-être un peu plus, mais ça aura cette fonction-là. Ça va polluer beaucoup moins, donc, mais c'est plus cher, donc ça pollue moins et c'est moins cher. Donc comment on fait les choix? Ça, c'était des gros choix, mais qui sont beaucoup plus guidés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'interdits, entre guillemets. Tu veux ton plafond blanc ou gris? Ben, je choisis ce que je veux. Par contre, le fait, OK, vous voulez les fenêtres en bois, donc dans le budget, ça aura cet impact-là, donc il y aura des choix que vous ne pourrez plus faire. Mais par contre, c'est bien de faire celui-là pour les convictions que vous avez. Donc c'est cet accompagnement-là qui est de l'architecture, en fait, et qui était vraiment intéressant. Un cas concret pour l'architecture durable, la première chose, ça va être la rénovation. Donc quand on va rénover, on va déjà avoir un impact beaucoup moins important que quand on construit du neuf. Ensuite, quand on rénove, on peut encore baisser l'impact. Enfin, il peut être plus ou moins important. Quand nous, on choisit un matériau, on a une espèce d'enchaînement de priorités. La première priorité, ça va être recycler ou réemployer. Pourquoi? Parce que le fait de jeter, le fait de réimporter, en fait, ou d'utiliser un matériau qui est neuf, ça va de toute façon être pire qu'un matériau soi-disant très carboné, comme par exemple l'acier. Si on fait une structure en acier, elle sera très lourde en énergie grise et en émissions de CO2 gris aussi pour sa fabrication, alors que si on la réutilise, on aura la même structure avec les mêmes propriétés, sauf qu'elle aura à la place d'être jetée et refondue ou mise à la poubelle, elle sera réutilisée. Donc ça, c'est la première priorité, recycler. La deuxième, ça peut être biosourcé, qui vient de la nature, ça peut être du bois, de la paille, etc. Mais aussi local, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une maison en paille si elle vient de l'autre côté de la Suisse, voire de l'étranger, alors qu'on aurait de la pierre ou du bois à côté. Et donc biosourcé, c'est un peu la deuxième je dirais, règle qu'on se fixe le plus possible. Aujourd'hui, les matériaux nouveaux, très technologiques, ils sont souvent très performants dans la tâche qu'on leur demande, plus performants par exemple qu'un matériau biosourcé. Les isolations seront toujours plus performantes quand elles sont très technologiques, du polyuréthane, de l'isolation même sous vide on a aujourd'hui, donc par rapport à une laine de mouton, ça sera toujours mieux. Par contre, ils seront monofonctionnels, ils feront que isoler, ils seront sensibles à l'humidité peut-être, on devra faire très attention à comment on les met en œuvre. Un matériau biosourcé, par exemple la laine de mouton, que j'ai déjà cité, si elle est mouillée, elle peut accueillir par exemple jusqu'à 30% de son volume en eau sans changer de performance. C'est-à-dire qu'en gros, elle va toujours isoler la même chose alors qu'elle est mouillée. Elle ne va pas moisir, elle va sécher, elle va permettre au bâtiment de respirer, alors que les autres isolants, on va devoir les emballer pour surtout pas qu'il y ait de l'air qui passe à travers. Et donc ça répond aussi au troisième critère, c'est-à-dire sain. En gros, on va pouvoir faire des bâtiments plus sains avec des matériaux en fait, qu'on trouve dans la nature plutôt que des matériaux qu'on trouve dans les usines. Alors les contraintes et les freins pour mettre en œuvre la durabilité, toujours le premier c'est les coûts. C'est-à-dire que c'est pas que de faire durable ça coûte plus cher, ça coûte moins cher à terme. Je m'explique, c'est-à-dire que le retour sur investissement est toujours meilleur dans la durabilité, puisque 50% en fait, du bilan d'un bâtiment, c'est sa construction, et 50% c'est sa durée de vie pour un bâtiment neuf. C'est évidemment beaucoup plus dans un bâtiment plus ancien, la durée de vie, c'est-à-dire l'impact de la durée de vie, et donc forcément que comme on construit un bâtiment pour qu'il dure le plus longtemps possible, si on met un tout petit peu, entre guillemets, plus d'argent dans le bâtiment au début pour le faire mieux, on va s'y retrouver sur la durée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout coûte assez cher et que donc, quand les gens ont juste les moyens de construire, c'est au temps zéro, c'est-à-dire c'est au moment où on le fait. Et donc, ils n'ont pas toujours les moyens d'investir à long terme. Et puis surtout, un bâtiment qui dure 100 ans, par exemple,
évidemment qu'on va devoir le rénover sur cette période-là. En Suisse, on dit toujours que je construis pour 100 ans. On ne va pas vivre 100 ans dedans, nous. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'il soit toujours aussi performant dans 25, 30, 40, 50 ans. Donc si on n'a pas les moyens de le faire ou la philosophie de le faire, c'est possible qu'on choisisse plutôt la rationalité des coûts à 100% que l'investissement à long terme. Ça milite en fait pour la rénovation, c'est-à-dire que d'entretenir un bâtiment, ça vaut la peine puisque l'investissement de base, il est déjà fait. Ensuite, l'autre contrainte, c'est de trouver les gens qui savent faire. Quand on veut faire plus durable, entre guillemets, ça demande plus de réflexion et ça demande de s'investir. Ça demande de s'investir déjà pour les artisans, pour l'architecte, c'est-à-dire les concepteurs, aussi les ingénieurs, de réfléchir et de prendre des risques. Au sous-sol, il y a la vélostation commune pour tout l'immeuble. Il y a un local bruit pour faire de la musique, etc. Il y a un local bricolage. Ils appellent ça la bricotine. Tout le monde a accès à des outils qu'on n'aurait peut-être pas les moyens de se payer si on était tout seul. Donc, ils ont mis en commun des outils. Il y en a qui avaient des marteaux, des scies, d'autres des scies sauteuses, des machins. Puis, évidemment, après, ça demande des groupes de travail pour faire les règles pour ça. Dans 10 ans, on travaillera avec moins de techniques, moins de détails compliqués, plus avec des artisans locaux, plus avec des matériaux récupérés ou biosourcés, mais on pourra quand même toujours s'amuser. Dans 20 ans, on sera, j'imagine, encore plus contraint, donc on fera encore plus avec ce qui reste, tout ce qu'il y a, j'espère. On se dira pourquoi on n'a pas fait plus tôt. On continuera à faire de l'architecture, on en fera beaucoup plus pour aider les gens à s'adapter aux nouvelles contraintes écologiques et naturelles qui sont les nôtres. Mais on fera beaucoup plus pousser de choses qui se mangent. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.